En simplifiant, on peut dire que le naturalisme scientifique est basé tout d'abord sur le concept d'empirisme, décrit notamment par les philosophes Francis Bacon et John Locke. Empirisme qui considère que l'observation et l'expérience directe sont les fondements de la connaissance. Ce qui implique que tout ce qui n'est pas vérifiable d'une manière ou l'autre ne fait pas partie de la connaissance, en particulier tout ce qui est de l'ordre du spiritualisme ou de l'idéalisme philosophique, soutenant par exemple l'existence d'un monde des idées séparées d'une autre, d'un au-delà, d'un créateur suprême, en fait des spéculations abstraites ou des intuitions a priori. Un autre pilier du naturalisme scientifique est constitué par le concept de matérialisme qui met l'accent sur l'énergie, la matière et la physicalité comme base ultime de la réalité, avec des philosophes ou scientifiques comme Démocrite, Épicure, Hobbes, Marx ou Darwin notamment. Le dernier pilier est celui du déterminisme, doctrine philosophique qui affirme que chaque événement ou action est la conséquence nécessaire d'une série de causes antérieures, de sorte que, connaissant ces causes, il est possible de prédire avec certitude le futur. Il faut ajouter à ce déterminisme classique l'indéterminisme quantique au niveau des particules élémentaires, ce qui n'a pas de conséquence sur le naturalisme scientifique dans la mesure où l'outil statistique permet de décrire avec précision des résultats de mesure, même si l'issue de chaque mesure individuelle reste indéterminée. Le naturalisme scientifique réfute donc tout idéalisme ou spiritualisme en considérant que la réalité est observable et tangible. Avec rejet des entités immatérielles, en l'absence de preuve de l'existence d'un yéti, il n'est pas rationnel d'en imaginer ses caractéristiques. Et les explications, pour être considérées comme scientifiques, doivent écarter toute référence surnaturelle. La méthodologie scientifique commence par l'observation détaillée des phénomènes, ce qui permet d'envisager des hypothèses et suppositions vérifiables que l'on pourra ensuite valider ou non par l'expérimentation. Quels sont les arguments en faveur de la conception naturaliste? Les explications sont basées sur des preuves tangibles, universelles et validées par les pairs. Cette conception philosophique est en accord avec les avancées de la science en évolution constante. C'est aussi la seule conception rationnelle du monde, nous permettant de comprendre partiellement, mais de plus en plus, les phénomènes naturels observés. En conséquence, le naturalisme scientifique offre une certaine vision du monde et de l'univers, une mécanique régie par les lois naturelles que la science tente de mettre à jour, celle-ci constituant le principal et seul moyen de comprendre le monde et ses phénomènes. Ce qui exclut, comme on l'a vu, toute explication d'ordre surnaturel. Et qui a enfin comme conséquence majeure que l'humain fait partie de cette nature, ce qui exclut évidemment du champ rationnel aussi bien l'âme, un libre arbitre ontologique, ou une dualité corps-esprit, soit autant d'illusions et de chimères véhiculées par le spiritualisme. Il existe bien évidemment quelques critiques concernant le naturalisme. La première de ces critiques, c'est la notion de réductionnisme. Le naturalisme scientifique est accusé de réduire toutes les expériences humaines à des phénomènes purement matériels et physiques, ignorant ainsi les dimensions subjectives, culturelles et spirituelles de l'existence. Ce qui est parfaitement faux, puisque la psychologie évolutive, l'anthropologie, la sociologie, les neurosciences étudient les mécanismes à l'œuvre dans les émotions, les biais cognitifs, les prises de décision, les valeurs morales et éthiques, les positions politiques, etc. Une autre objection commune est celle de l'objectivité et de la partialité du naturalisme. Ce naturalisme scientifique pourrait être influencé par des biais idéologiques, politiques ou culturels, ce qui remet en cause sa prétention à l'objectivité. Mais le naturalisme est beaucoup moins partial que le spiritualisme, qui est basé sur du surnaturel et qui n'apporte jamais aucune preuve des affirmations avancées. Le naturalisme scientifique requiert la validation, ou non, par les pairs sur des bases universelles. Toujours dans le cadre des critiques du naturalisme, son relativisme et la notion de constructivisme.
Certains spiritualistes, en fait, doutent de l'existence d'une réalité objective. La connaissance serait subjective et forgée par les cultures et les groupes sociaux. Il n'y aurait donc aucune objectivité universelle possible, même à travers le naturalisme scientifique. Mais la subjectivité est une réalité comme une autre. La peur, la douleur, les émotions peuvent être étudiées scientifiquement. C'est notamment le circuit de la peur, de l'anxiété, de la faim qu'on retrouve au niveau du cerveau. Autre objection des plus courantes, la science n'a jamais réellement prouvé l'absence de libre arbitre. Mais ce n'est pas à la science de prouver son inexistence. C'est aux croyants du libre arbitre de prouver ce qu'ils affirment, l'existence d'une liberté de la volonté, pourtant incompatible avec les déterminismes et les indéterminismes. La charge de la preuve est de leur côté. Bien évidemment, le naturalisme scientifique ne répond pas à toutes les questions. Les conceptions surnaturelles, religieuses et spiritualistes ou idéalistes, ne répondent rationnellement à aucune question. Tout ceci n'est pas des plus simples du fait du pouvoir imaginatif de l'humain, de la faiblesse de la pensée et de nos sens. Ainsi, le professeur de neurologie Philippe Carrier nous parle de la conscience comme étant la partie émergée de l'iceberg cérébral. Il écrit « L'image de la réalité dans notre registre conscient, celle qui pour nous est la réalité, n'est qu'une interprétation de la réalité physique qui nous entoure. Cette interprétation est dépendante de nos hypothèses a priori. L'essentiel se passe en fait dans des registres moins, voire non accessibles à la conscience. Ces registres jouent toutefois un rôle majeur dans nos jugements et dans nos prises de décision. Les émotions jouent un rôle majeur dans nombre de nos décisions et jugements par anticipation de la dimension émotionnelle des résultats envisageables et dans les relations interhumaines, même si le plus souvent leur intervention se fait en dehors de notre registre conscient. C'est une source extrêmement fréquente de conflits entre humains, car chacun ou chacune a pour elle ou lui sa propre réalité. Toujours dans le contexte de la faiblesse de la pensée et des sens, les biais cognitifs. Ce sont des déviations systématiques dans le traitement et l'interprétation de l'information qui affectent notre prise de décision, notre mémoire et notre jugement, notamment avec un excès de confiance, des biais de confirmation, d'ancrage, de halo, l'aversion à la perte, la généralisation, l'illusion du contrôle, etc. Nos sens peuvent également nous tromper, comme le montre l'effet Troxler. Dans la vidéo qui suit, vous allez regarder la croix au centre de l'image. Les taches roses tournent et deviennent vertes, par magie, ou plus exactement du fait d'un effet d'optique. On ne peut même pas croire ce que l'on voit. Et les exemples sont nombreux, tels l'échiquier d'Adelson. Pour en revenir au concept de libre arbitre, il faut faire la distinction entre la sensation de liberté de la volonté, ou libre arbitre, et de la pensée libre, qui est ressentie en permanence par l'animal humain et probablement aussi l'animal, et qui est probablement une faculté issue de l'évolution permettant d'investir l'environnement pour optimiser la survie. C'est une sensation ressentie au même titre que la sensation de faim, de peur, d'angoisse, d'injustice, de dépression, de chaleur, etc. À différencier de la réalité ontologique d'un éventuel libre arbitre qui planerait au-dessus des déterminants
et permettrait de les contrôler sans être lui-même déterminé. Mais il n'existe pas plus de réalité ontologique de libre arbitre que d'entité ontologique concernant l'amour, il n'y a pas de Cupidon, la justice, il n'y a pas de Thémis, le mal, il n'y a pas de diable, l'immortalité, pas de phénix, etc. La volonté n'est pas libre, elle est le résultat des déterminants antérieurs confrontés à la survie à tout prix. Afin d'explorer un peu plus cette sensation de libre arbitre, existe-t-il un circuit de la sensation de liberté de la volonté, avec un substrat neuroanatomique, au même titre qu'il existe des circuits de la récompense, de la peur, de la mémoire, de la motivation, etc. La réponse est oui, si l'on tient compte de cette étude parue en 2018 et dont voici l'essentiel. Cette étude comprenait des patients présentant certaines lésions cérébrales, notamment du cortex singulaire antérieur, patients qui étaient incapables d'une volonté quelle qu'elle soit, ce qu'on appelle un mutisme akinétique en médecine. D'autres patients avaient des lésions du précuneus, faisaient des mouvements mais ne savaient pas que ce sont leurs propres mouvements. C'est ce qu'on appelle le syndrome du membre étranger, c'est-à-dire un trouble de l'agentivité. Le résultat majeur de cette étude a été de montrer la présence d'un connectome entre ces deux aires cérébrales, cortex singulaire antérieur et précuneus. Les auteurs précisent, collectivement, nos résultats démontrent que les lésions à différents endroits provoquant des troubles de la volonté et de l'agentivité se localisent dans des réseaux cérébraux uniques, donnant un aperçu du substrat neuroanatomique de la perception du libre arbitre. Or, c'est le concept illusoire du libre arbitre ontologique qui légitime la culpabilité et les punitions dans notre justice pénale. Cette sensation de liberté de la volonté, de libre arbitre, issue de l'évolution, est tellement forte et évidente chez l'humain que nombre d'objections se sont opposées au scepticisme concernant un libre arbitre réel. L'une des objections les plus récentes concerne l'indéterminisme quantique qui pourrait expliquer un libre arbitre ontologique. À cette objection, 3 réponses assez radicales. La première d'entre elles concerne la notion de température. L'effet quantique nécessite des températures très basses, proches du zéro absolu, soit moins 273 degrés environ, alors que le cerveau est à 37 degrés. Par ailleurs, un supposé effet quantique est identique que ce soit au niveau des cerveaux humains que ceux des animaux, qui n'ont pourtant pas de libre arbitre, selon les croyants dans cette chimère. Troisièmement, le chaos. L'indéterminisme apparent des actions animales et humaines est le fruit du chaos déterministe. Enfin, l'argument le plus important probablement est que le libre arbitre est de toute façon incompatible avec l'indéterminisme aléatoire d'un lancer de dés. Une autre objection, classique celle-ci, est celle d'un fatalisme insupportable. En effet, si tout est déterminé, quel intérêt d'agir si tout est déjà programmé ? Mais autant le passé était déterminé, et on en connaît l'issue, et ça ne pouvait pas être autrement dans le cadre du déterminisme, avec ou sans un déterminisme quantique, autant l'avenir est ouvert, dans le sens où personne ne connaît ce qui va arriver dans les secondes qui suivent. Les déterminants sont là, chaotiques, semblant montrer une indétermination, un futur imprévisible bien souvent. Mais contrairement à une conception fataliste, rien n'est écrit dans un grand livre de la nature. Cette conception serait d'ailleurs purement surnaturelle. Comme l'écrivait Claude Bernard, nous n'agissons jamais sur l'essence des phénomènes de la nature, mais seulement sur leur déterminisme, et par cela seul que nous agissons sur lui, le déterminisme diffère du fatalisme, sur lequel on ne saurait agir. Du moment où nous pouvons agir, et où nous agissons sur le déterminisme des phénomènes, en modifiant les milieux par exemple, nous ne sommes pas des fatalistes. En résumé, voici quelques perspectives concernant le naturalisme scientifique. La vision naturaliste stimule la recherche et l'innovation scientifique. Cette vision offre une approche rationnelle pour comprendre les phénomènes naturels dont l'humain fait partie. Cette conception idéologique du monde permet de réfuter les croyances irrationnelles, dont le libre arbitre ontologique, par des moyens rationnels.
le naturalisme scientifique a des conséquences sur la vie humaine que nous allons aborder maintenant.